si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit? Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey. Bienvenue sur... Souvent je dis mon podcast, mais finalement c'est votre podcast. Si maman m'avait dit, un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Je sais que vous attendiez cette saison 3 depuis un moment. Elle est là, encore plus rythmée en émotion, en apprentissage, en bienveillance et toujours sans jugement. Petit rappel, cette année on n'a pas de sponsor. Donc pour nous soutenir, vous pouvez aller sur la plateforme Tipeee, T-I-P-E-E, en tapant dans la barre de recherche si maman m'avait dit. Et ainsi, voilà, vous pouvez donner 1500, 10 euros, 15 euros, même 1000 euros si vous voulez, afin de nous soutenir et de nous permettre justement de pouvoir aller rencontrer les gens qui vivent à Paris, à New York, à Douala, à Abidjan ou à Accra. Et voilà. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, Google, Spotify, Apple et la plateforme Anchor qui nous héberge. Aujourd'hui, mon invité est mon homonyme d'ailleurs, Audrey. Au Cameroun, on dirait tu es un bombo. Quand on porte le même prénom, on dit tu es un bombo. Comment tu vas? Ça va. Une période un peu up and down, mais je pense que je m'y habitue ou je m'y habitue pas, mais je fais tout pour aller. Mais ça va. D'accord. Alors, comme souvent, toi qui écoutes le podcast, je pose toujours cette fameuse question. Qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise? Je pense que j'aurais aimé, et c'est pas je pense, c'est que j'aimerais que ma mère me dise qu'elle m'aime, qu'elle tient à moi, que je suis une personne importante et que pour elle et pour toutes ces raisons, elle m'aime, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas évident quand on est parfois dans l'attente d'avoir certaines paroles, certains gestes, certaines attentions, mais oui, je pense que c'est encore une attente. Donc j'aimerais que ma mère me dise qu'elle m'aime. Et tu as quel âge? Je viens d'avoir 40 ans il y a 2 mois. Et comment tu expliques que 40 ans plus tard, tu as encore ce besoin, cette attente? Parce que je pense que je suis née dans une famille totalement dysfonctionnelle où l'amour c'est pas quelque chose qu'on enseigne, ou en tout cas qui n'a pas été enseigné, je pense, à ma mère. Et donc, pourquoi je suis dans l'attente de ça encore à 40 ans, c'est parce que je pense que malgré les difficultés, les traumas, les rebondissements dans nos vies à chacune, c'est quelque chose qu'elle n'arrive pas à faire encore. Et donc, je pense que ça vient certainement de son éducation, ça vient certainement de ses choix de vie, ça vient certainement de sa personnalité aussi, parce qu'il y a aussi le fait que des personnes choisissent aussi de pas faire ou de faire certaines choses. Donc, je pense que c'est pour ces raisons-là qu'encore aujourd'hui, je suis en attente. Tu disais que tu as grandi dans une famille dysfonctionnelle, c'est-à-dire? Pour aller un peu plus précis dans la définition de ma famille dysfonctionnelle, je suis issue d'une famille où il y a eu pas mal de violences sexuelles, violences physiques, des foyers un peu déstructurés avec l'absence d'un parent. Il y a aussi l'immigration, mais bon, l'immigration ça n'explique pas la dysfonction, mais c'est vrai que ma grand-mère est un parent monoparental. Elle a élevé ses 8 enfants seule et elle a dû au bout d'un moment venir en France avec ses 8 enfants. Et puis ce qui a impliqué aussi des dynamiques familiales assez compliquées avec les très grands et les très petits. Et ma mère était l'aînée. Très vite, c'était l'aînée de la famille, donc avec toutes les tâches qui lui ont incombé. Et elle s'est mariée donc avec mon père, assez jeune. Et je pense que je suis arrivée très vite aussi, parce que ma mère m'a eu à 19 ans. Et mon père est mon agresseur. Donc quand j'ai eu à peu près 10-11 ans, je crois, j'allais rentrer en 6e, ouais. Les premières agressions sexuelles ont commencé. Donc, foyer dysfonctionnel parce que je pense que on peut appeler que comme ça une famille dans laquelle un parent a des agissements pareils à l'encontre d'un de ses enfants. Et voilà. Ta grand-mère venait d'où? Elle est originaire de la Dominique. C'est une petite île qui est entre la Guadeloupe et la Martinique.
Donc, elle était anglaise, d'origine anglaise. Alors, elle a fait donc de la Dominique à la Guadeloupe et de la Guadeloupe en France. D'accord. Et ta mère, son père était Son aussi père de la Dominique? était de la Guadeloupe. La Guadeloupe. Ouais, mais en fait, il faut savoir que ma mère est issue d'une première fratrie qui compte 4 enfants que ma grand-mère a eu avec le même homme, donc guadeloupéen, qui n'a pas reconnu ses 4 premiers enfants. Donc déjà, voilà, parce qu'il était déjà marié, donc voilà. Donc du coup, ma grand-mère était en charge donc de ces quatre premiers enfants qu'elle avait eus donc avec cet homme qui les a pas reconnus, mais qui était son compagnon d'une certaine manière. À quel moment tu t'es dit j'ai grandi dans un foyer dysfonctionnel? Je pense que à 11 ans, on commence à grandir, mais on n'a pas vraiment la notion de beaucoup de choses, mais on sait quand les choses sont bien ou mal. Donc je pense que je savais. Et j'ai commencé vraiment à comprendre que c'était pas normal parce qu'il y avait aussi de la violence éducative de la part de mon père. Il nous battait, ma soeur, mon frère et moi. Voilà, C'est quoi la violence éducative? C'est des coups, des menaces, beaucoup de surveillance. On était très très surveillés. Oui, donc tout ce climat de défiance, en tout cas, il nous faisait peur, quoi. Il nous faisait peur au quotidien, on pouvait quasiment rien faire. Et vis-à-vis de ta maman, il était violent aussi? Oui, il y avait de la violence verbale. Je me rappelle peut-être, je ne sais plus quel âge j'avais, mais je me rappelle que ma mère, j'étais petite, je devais avoir 7 ans, quelque chose comme ça. Des fois, elle avait l'œil au beurre noir, mais je ne me rappelle pas exactement... Par contre, j'ai jamais vu mon père frapper ma mère. Par contre, ce que je ressentais, c'était effectivement qu'elle avait même peur de lui aussi, d'une certaine manière. Elle avait peur de lui. Et voilà, c'est lui qui gérait la maison, c'est lui qui donnait les ordres, c'était le donneur d'ordre. Et voilà, donc c'était assez compliqué. Donc, à 11 ans, les viols ont commencé donc à mon encontre. À 11 ans, les viols commencent. Est-ce que tu remarques déjà que ton père a un regard bizarre sur toi? Franchement, le shift, il est arrivé, j'ai pas vu. Je me rappelle, très longtemps, quand j'étais jeune, je me rappelle que quand j'avais 10 ans, c'était vraiment un âge, j'étais trop contente. Je me rappelle que j'avais eu une fête. C'était vraiment un âge, j'étais vraiment heureuse en fait. Je pense que c'est le dernier anniversaire que j'ai eu où j'étais vraiment heureuse, vraiment moi, vraiment la Audrey que j'aurais dû toujours être. Ouais, je pense qu'il y a eu un shift entre ma 10e et ma 11e année et j'ai pas vu, mais par contre, c'est comme s'il me préparait à quelque chose. Il me parlait souvent, il me disait oui, tu vas rentrer au collège, ça va se passer comme ça, et les garçons ceci, et les garçons cela. Mais comme je te disais tout à l'heure, quand t'as 11 ans, tu sais, t'es encore une enfant, tes préoccupations, c'est tes copines, tes poupées, éventuellement tes dessins animés préférés. À l'époque, il y avait encore beaucoup d'albums, où tu collais tes images, enfin, je pensais pas à tout ça, et en fait, il y avait une sorte de... Je sais pas, il m'avait préparé un petit peu à tout ça, mais en même temps, pour moi, c'était tellement... Je savais pas de quoi on parlait, quoi. Donc ouais, le shift, il s'est fait vraiment d'un coup, pour moi. Est-ce que tu te souviens de cette fois-là? Je pense que la plupart des viols, je les ai oubliés. Je m'en rappelle pas. Je sais que j'ai été violée par mon père, mais la plupart, j'ai aucun souvenir. Quelle est ta place dans la fratrie? La première. Est-ce que, tu dis la plupart des viols, ça a duré combien de temps? Jusqu'à 19 ans. Ouf. Ok. Donc pendant 8 ans, tu te demandes s'il le fait avec ton frère, avec ta soeur, tu fais comment? Parce que des fois, tu disais tout à l'heure que ta maman était la première d'une fratrie, donc elle a porté certaines choses. Est-ce que tu demandes à l'aide? Qu'est-ce que tu peux nous dire en fait de ces 8 ans, de 11 ans à 19 ans? Je pense que, comme je te disais, mon père, il régissait un peu toute la maison. Et même si je savais, et à force, je savais que c'était pas normal ce que je vivais, mon frère, ma sœur et moi, on était assez solidaires à ce moment-là, on se parlait beaucoup. Mais je savais pas, en fait, comment parler de cela à mon frère et ma sœur, en fait, parce que c'était tellement... franchement, c'était tellement... Ça pouvait pas être dit, en fait, pour... Je me disais qu'il y avait personne qui pouvait comprendre ce qui arrivait, ce qui se passait, en fait, parce que
Pour moi, il n'y a pas de définition, on peut pas décrire ça en fait. Donc, et en plus, comme je te dis, il y avait déjà donc il y avait déjà de la violence éducative, donc rajouter ça en plus, pour moi, c'était trop. Donc je pense que d'une certaine manière, je garde ça un peu je garde ça de mon côté. On souffre tous les trois beaucoup donc de cette éducation très sévère, stricte, répressive. Et on s'en parle beaucoup, par contre, on souhaite que nos parents divorcent, on veut tuer notre père. Je me rappelle d'un moment où je ne sais plus quel âge on a chacun, mais on est tous séparés de 2 ans chacun. Et on fomente un plan, on prend des médicaments, on veut l'empoisonner. Enfin, on était vraiment dans cette optique de se débarrasser de lui parce qu'il nous pourrissait la vie, on voulait vraiment qu'il disparaisse et on voyait pas comment ça arrivait parce qu'on voyait aussi notre mère qui était là et qui était un peu spectatrice de tout ça et qui faisait rien. Et ça a été une incompréhension et je pense que ça l'est toujours. Mais donc je pense que ça a été la survie, tout simplement. Je pense que j'ai choisi la survie, le silence. Et donc je subissais tout ça en espérant qu'il y ait une fin. Tu regardais ta mère pour lui dire que il se passait un truc, parce que tu disais avec tes frères et sœurs, vous ne pouviez pas en parler, mais est-ce qu'avec ta mère, tu voulais qu'elle regarde ou tu considérais déjà qu'elle était déjà spectatrice? Je pense que ma mère était spectatrice, mais tellement que j'ai eu beaucoup, par exemple à l'adolescence, j'ai eu beaucoup de variations de poids. Je suis quand même, jusqu'à aujourd'hui, je suis sujette à de l'anorexie, donc je peux perdre du poids très facilement parce que dès que j'ai une période de stress, de chagrin, de tout ça, j'ai mon anorexie qui se réactive et je peux rester peut-être une semaine sans manger, quoi. Sans avaler quelque chose de solide. Donc j'ai eu ces périodes-là étant adolescente et j'ai fait aussi beaucoup d'alopécie, c'est-à-dire que je perdais des cheveux. Je perdais les cheveux là sur les côtés. Donc je pense que c'est quelque chose que quand on est parent et quand on regarde son enfant et qu'on le voit, c'est des choses qu'on remarque normalement. Et c'est vrai que ma mère n'a jamais eu un mot à mon égard à propos de ça, parce que je pense que au-delà, sans pour autant imaginer que peut-être que mon père me violait, mais elle savait qu'on était malheureux en fait, tu vois. Et mais sans pour autant agir. Après, j'ai eu des remarques par exemple au collège, je crois que c'était au collège, on me disait que j'étais très discrète, très effacée, alors que l'adolescence c'est quand même un moment d'ébullition pour les ados en général. Tu te découvres, ton corps change, et moi j'étais très 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 effacée par rapport à d'autres personnes. Et donc il y avait ces remarques-là, et il y avait aussi beaucoup de personnes qui me disaient quand elles me voyaient que j'avais l'air malheureuse, que j'avais toujours quelque chose dans le regard qu'il fallait peut-être creuser en fait. Donc c'est resté comme ça en fait. Et qu'est-ce que ton père te dit de 11 ans à 19 ans qui fait que tu gardes aussi le silence et tu ne cries pas? Qu'est-ce qu'il te dit? Est-ce qu'il ose te regarder dans les yeux? Oui. Oui, il était très menaçant, il me menaçait, il me disait qu'il allait me tuer, qu'il allait tuer ma mère, qu'il allait tuer mon frère ou qu'il allait tuer ma sœur. Et il faisait peur, tu vois, il me faisait mal, il me serrait, il me serrait, tu vois. Donc moi j'avais peur, je me disais que si jamais je disais quelque chose, j'allais mourir, quoi. Donc je pense que je prenais pas le risque de le dire parce que je savais pas en fait ce qui allait se passer après, et je pense que et je me disais que si jamais on me croyait pas, j'allais encore être sous sa coupe et que ça allait être pire en fait. Donc ouais, je pense que j'avais peur, et puis je pense que les personnes qui sont incestueuses instaurent un climat en fait de domination à l'égard des personnes qu'ils agressent en fait. Et les personnes que tu peux mieux agresser, c'est effectivement les personnes qui vivent sous ton toit, tes enfants, qui sont sous ton autorité, qui dépendent de toi en fait. Et moi j'étais totalement dépendante aussi de mon foyer, de ce que j'étais. C'était aussi mon identité en fait. Donc briser le silence, c'était aussi briser tout ça, c'était aussi dire ce qui se passe, et je pense qu'il y a tout ça qui se mélange, et ouais, non, je dis rien. Je pense que j'étais je subis. Et qu'est-ce qui se passe à 19 ans?
Ça se passe à 19 ans, mais il y avait déjà eu une alerte. Quand mon arrière-grand-mère est décédée et que ma mère a dû partir en Guadeloupe pour l'enterrer. C'était en 2001. Et ma petite sœur, du coup, fait une grosse crise avant que ma mère parte. En disant « Maman, s'il te plaît, pars pas ». Elle fait vraiment une crise. Elle pleure, elle se met par terre. Et elle dit ne nous laisse pas avec lui. Et donc il y avait toute la famille à la maison et personne vraiment comprend. Et ma mère dit non, il faut que j'aille en Guadeloupe, il faut que j'aille enterrer ma grand-mère. Et donc ma sœur était en panique et tout. Donc il y avait déjà cette première alerte. Et donc ça c'était en 2001. C'était peut-être ma grand-mère, je crois elle est décédée en mai. Et au cours de l'année, donc c'était juste après, en novembre, donc je rentre de la fac, parce que j'étais à la fac, je venais juste de commencer la fac, et je partageais ma chambre avec ma sœur, et je rentre, et je la vois, elle me dit « Oui, maman, elle est en colère, elle arrête pas de chercher dans les affaires de papa, des trucs et tout, elle croit qu'il a une maîtresse et tout, alors que c'est pas du tout ça. Elle me dit c'est pas du tout ça. Elle cherche, c'est pas du tout ça qu'il faut qu'elle cherche et tout. Et donc moi je rentre et je lui dis comment ça, qu'est-ce qui se passe et tout, je comprends pas. Et donc on a un dialogue assez, vraiment je comprends pas où elle veut en venir. Et je crois que si mes souvenirs sont bons, on s'échange des papiers et elle commence à me dire que notre père lui fait des attouchements en fait. Et en fait, à ce moment-là, vraiment, j'ai deux choix. C'est faire genre non, je dis rien. Et donc en fait, c'était trop fort. C'était pas possible. Et là, du coup, je dis à ma sœur, je lui fais l'aveu que en fait, que notre père me viole depuis que j'ai 11 ans. Et que il faut qu'on le dise à notre mère. Donc, je crois que notre mère était au téléphone. Je sais pas trop comment ça se passe. Je me rappelle plus trop. Mais on lui dit. On lui dit. Et, très rapidement, elle se met en action. Elle appelle un de mes oncles en disant ce qui se passe. Mais en lui disant de ne pas venir à la maison. Parce qu'en fait, mon père travaillait à des heures décalées. Donc, soit il travaillait la nuit, ou soit il travaillait... soit il n'était pas là la journée où il travaillait, mais voilà quoi. Et donc là, il n'était pas là, mais il allait rentrer le soir. Et je sais que mon frère, parce que j'ai mon frère aussi qui est plus jeune que moi de 2 ans, qui rentrait, et on lui a dit, et pareil, il était dévasté en fait. Ça a été très dur de le contenir, de le retenir. Je pense qu'il aurait tout cassé en fait dans la maison si on n'avait pas réussi à le calmer. Et en fait, on a passé, mon père est rentré, je ne sais plus quelle heure. On a passé la nuit comme d'habitude. Et le lendemain matin, en fait, on a fait comme si on allait chacun à nos occupations. Ma mère au travail, chacun en cours, moi, ma sœur et mon frère. Et en fait, ma sœur et moi, on a été avec ma mère au commissariat pour porter plainte. Ça se passe comme ça, qu'on va au commissariat juste après. Quand tu dis ça à ta maman, qu'est-ce qu'elle se dit? Quelle est sa réaction? Je pense qu'elle est surprise, ou je sais pas si c'est le mot surprise. Je pense qu'elle est choquée. Je pense qu'elle est choquée. Après, elle s'actionne tout de suite. Donc, je pense que ça occulte tout ce qui se passe. Parce que franchement, le focus n'était pas sur elle, en fait. Franchement, j'arrive pas à la visualiser à ce moment-là, en fait. Tu visualises quoi à ce moment-là? Je vois ma sœur et moi, je visualise, je vois mon oncle et donc sa femme, que je considère comme ma tante, qui me regarde d'une manière un peu genre... tu sais, tu deviens comme une sorte d'icône, mais pas l'icône genre la star, tu vois, mais la personne qui porte une sorte de poids, tu vois, et Une lanceuse d'alerte, mais une alerte qui est tellement énorme que ça peut dévaster une famille, entre guillemets. Alors, à ce moment-là, je pense ça, mais je sens beaucoup de tristesse, de contrition et tout, et à ce moment-là, j'arrive pas à comprendre leur réaction, en fait, parce qu'ils sont tellement... je pense qu'ils sont sous le choc, c'est sûr, mais bref, en gros, on passe quasiment toute la journée au commissariat à faire des dépositions, à raconter tout ce qui se passe, ma sœur et moi, chacune de notre côté.
Et en fait, après, on apprend au cours de la journée que ils ont arrêté mon père, donc il a tout de suite été en garde à vue. Et en fait, le soir, je me rappelle très bien, donc toute la famille s'est réunie, donc toute la famille de ma mère s'est réunie. Et c'était un moment vraiment chargé en émotions, chargé en plein de choses et tout. Et là, donc la femme de mon oncle qui est venue le matin avec nous, qui nous a accompagnés, qui est restée toute la journée aussi avec nous au commissariat, elle dit à ma tante, donc la sœur de ma mère, elle dit oui, il faut que tu lui dises, il faut que tu leur dises, il faut que tu leur dises. Et en fait, moi, on comprend pas, tu vois, et surtout moi, du coup, on comprend pas et tout. Et en fait, ce jour-là, j'apprends en fait que mon père a aussi violé ma tante des années Sa sœur auparavant. La sœur de ma mère. Ouais. Et donc j'apprends ça en fait le jour où je porte le plainte contre mon père pour viol en fait. Et j'apprends en fait que mon père est un récidiviste et qu'il a déjà fait ces faits-là dans la famille. Et en fait, je me réveille dans une famille dont je ne connais personne en fait, tu vois. Je pense que c'est le plus gros choc, un des plus gros chocs de ma vie. Je comprends pas, mais je sais pas, j'ai 19 ans et je comprends pas. Et... En fait, je pense qu'à ce moment-là, j'essaie même pas de comprendre, c'est tellement grave en fait. Et ta mère, quand elle apprend que son mari a violé sa sœur, elle s'est dit quoi? Elle savait en fait, elle savait. Et elle est restée avec lui. Ouais. Et on sait pourquoi? Ou tu as imaginé pourquoi? Tu sais, tu connais le poids de la famille, le regard social. Et il y a beaucoup, tu sais, Alors moi, j'affabule parce que j'ai pas vraiment les réponses, mais je me dis que ma grand-mère n'était pas mariée, mon arrière-grand-mère non plus. Ma mère, c'était la première de la famille, donc c'était la première à s'être mariée, tu vois. Et dans les familles caribéennes, c'est très courant que les femmes sont pas mariées, il n'y a pas de père. Et donc je pense que le fait que ma mère était mariée à mon père, ça brisait une sorte de cycle. Mais bon, à quel prix? Qu'est-ce qui se passe après? On met ton père en garde à vue? Alors mon père est en garde à vue, il est tout de suite inculpé et il est tout de suite mis en prison. Donc, il reconnaît les faits? Oui. Il reconnaît les faits. Il reconnaît les faits, de toute façon, il peut pas les nier. Bon, il aurait pu les nier, mais en fait, moi, j'avais un journal intime. J'écrivais déjà à cette époque-là, et dans lequel je racontais tout. Je disais tout. Et tu n'as jamais eu peur que quelqu'un tombe dessus? Ou tu espérais même que quelqu'un pouvait tomber dessus? Ouais, je crois qu'un jour, je pense que pendant mon adolescence, je rêvais qu'un jour... j'arrive à m'échapper, j'arrive à partir de chez moi, en fait, tu vois. Et en fait, ce carnet-là, il était sous mon lit, tu vois, sous mon matelas. Ton père part en prison? Ouais. Qu'est-ce qui se passe à la maison? C'est le chaos. Je pense qu'il n'y a personne qui sait qui il est ou qui elle est à ce moment-là. On ne sait pas qui on est. Je pense qu'on est... Et puis on a l'obligation de continuer parce que le monde, il ne s'arrête pas en fait quand tu vis ce genre de choses. Donc, je pense chacun doit reprendre sa vie. Ouais, je pense qu'on est dans un déni. Un déni, en même temps une libération, et en même temps on est perdu, et en même temps on a peur, en même temps on ne sait pas, on a mal. On est face à des parents qui normalement leur mission est de nous protéger. Et on se rend compte que cette mission-là, c'est même pas qu'ils l'ont respectée, c'était pas dans leur plan en fait, tu vois. Donc je pense qu'il y a beaucoup de révolte, il y a beaucoup de colère, il y a plein de choses. Et c'est à ce moment que tu aurais voulu que ta maman te dise qu'elle t'aime? Surtout à ce moment? Ou pendant? Ouais. Tout le long? Tout le long, j'aurais voulu qu'elle dise des choses, qu'elle explique, qu'elle parle. Et 21 ans plus tard, elle ne t'a rien dit? Toujours rien. Et tu as posé des questions? Oui. Et qu'est-ce qu'elle te dit? Rien. Quelles sont les questions que tu as posées à ta maman? Pourquoi mon père? Pourquoi ça? Pourquoi t'as rien dit? Pourquoi t'es restée mariée avec lui? Et en plus, au moment où il y a eu la première, les premiers crimes, parce que c'est un crime, moi j'avais peut-être 1 an ou 2 ans, tu vois. Donc après ça,
elle décide de rester mariée à cet homme-là qui a fait du mal à sa sœur. Et elle y a encore 2 enfants derrière parce que mon frère et ma sœur n'étaient pas nés. Il y a vraiment des incompréhensions et qui, au jour encore où je te parle, je n'ai pas de réponse en fait. Est-ce que tu as en veux à ta mère? Je pense que je lui en ai voulu longtemps. Ouais, je lui en ai voulu longtemps, je pense. Et je sais pas si aujourd'hui je lui en veux encore. Je pense que c'est autre chose. Parce que je me suis rendu compte que lui en vouloir, ça change rien en fait. Au fait qu'elle ne parle toujours pas, au fait qu'elle dit toujours rien, au fait que on a toujours, que ce soit mon frère, ma soeur et moi, on est toujours en recherche de réponses et que... Jusqu'à aujourd'hui. Oui, et que c'est elle qui détient certaines choses. Donc après, il y a eu des tentatives de la part surtout de mon frère et ma soeur d'avoir des réponses. Donc ils sont allés voir notre père du coup en détention. Mais pareil, ils sont ressortis avec très peu d'explications. Et je pense que dans ces moments-là où face à des personnes comme ça, on est en attente de certaines choses, mais en fait, je pense qu'il faut se libérer de ça. Je veux dire, oui, c'est très toxique, quoi. Oui, c'est toxique. Parce que et puis... tu sors d'une sorte de bulle noire et tu continues en fait de rentrer dans cette bulle noire qui t'apporte finalement jamais la lumière que tu attends. Et tu restes un peu suspendu à une lumière que tu espères qu'en fait eux vont te donner, mais tu ne la donneras pas. Ouais. Donc je pense que j'en ai voulu beaucoup à ma mère et je pense qu'aujourd'hui j'ai lâché prise sur ça. Je pense qu'il fallait un moment que je lâche prise pour vivre ma vie. Je pense que je me suis aussi assez fait de mal par rapport à ce que j'ai vécu. Donc il fallait aussi que je prenne soin de moi, et donc pour prendre soin de moi, je pense qu'il fallait aussi que je passe par ça, le lâcher prise envers elle. Qu'est-ce que ces actes de violence, ces 20 premières années finalement de violence, ont eu comme impact sur toi et sur les 20 prochaines années? Franchement, je pense que c'est des impacts qui aujourd'hui, je suis pas encore guérie, tu vois. Je pense que je suis quelqu'un qui... Alors, je travaille beaucoup, je suis suivie, je suis une thérapie, mais je suis quelqu'un qui est très anxieuse. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'angoisse. Je pense que j'ai été dépressive à certaines périodes de ma vie. J'ai aussi développé beaucoup soit de la non-confiance envers les personnes, ou soit des fois de la codépendance aussi, parce que quand on n'a pas été aimé, quand on n'a pas pris soin de toi, quand tu as été enfant, des fois tu réessaies de rejouer inconsciemment des situations passées en fait. Donc tu te mets dans des dynamiques de dépendance relationnelles, de dépendance affective. Le père de mon fils était violent. Toi, tout ça en fait, tu cultives ça, même si tu voudrais pas en fait, mais tu le cultives. Donc oui, ça laisse des traces, ça laisse des traces. Et c'est pas facile à guérir. C'est dur. Et comment tu fais? Comment je fais? Je pense que je le fais beaucoup seule. Parce que après, c'est difficile d'avoir des relations avec les gens, en fait. Parce que les gens n'ont soit pas la patience, soit, comme je te dis, les gens te font aussi du mal. Donc, au bout d'un moment, il faut que tu te sépares de ces personnes-là aussi. Donc voilà, je pense qu'il y a eu aussi beaucoup... je dirais, après le procès, parce que mon père a été jugé, il a été condamné, il a été condamné à 12 ans de prison. Mais pendant tout on va dire, pendant presque 10 ans, j'étais dans une sorte de déni, en fait. Je parlais même pas de ça, je parlais à personne de ce qui m'était arrivé. Ma vie était normale, en fait, j'étais normale. Et donc, cette période de déni, je pense, a été... très 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 significatif, parce que en fait quand elle est revenue à moi, ça a été je pense que ça a été une sorte de descente aux enfers. Ça a été une descente très 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 douloureuse, des grosses claques. Et le paroxysme, ça a été il y a 2-3 ans. Je pense que j'étais vraiment pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2-3 ans?
Je sortais d'une relation qui était compliquée et ouais, je pense que tout ça, je pense que ça m'a bouleversée en fait, et je trouvais pas d'issue. Je trouvais pas d'issue à ma guérison. Je trouvais pas d'issue à ce que les gens me voient. Je trouvais pas d'issue à ce que les gens prennent soin de moi. Je voyais pas d'issue à ce que les gens voient qui je suis en fait, tu vois. Tu sais, tu développes à ce moment-là tout un truc d'injustice, une sorte de dialogue intérieur en disant oui, j'ai pas de chance, voilà. Donc il a fallu que je me mobilise pour aussi comprendre et me responsabiliser en fait dans ça aussi, tu vois, être active et être moins passive. Donc ça demande de l'engagement en fait dans ça. Et c'était avec le père de ton fils que vous êtes séparés il y a 3 ans? Non, c'était avec une femme. D'accord. Alors c'est l'action que j'allais te poser. Finalement, tu te remets avec le père de ton fils. Donc tu n'as pas eu de rejet des hommes, parce que maintenant tu dis que tu étais en couple avec une femme. Tu as eu un rejet des hommes? Alors non. Tu te considères bisexuel, ou tu t'es jamais posé la question? Tu te considères aujourd'hui comme homosexuel? Finalement. Alors aujourd'hui, je me définis comme lesbienne, et je pense que c'est une identité qui me définit et qui m'a définie, je pense, depuis l'adolescence. Mais c'est vrai que avec les sévices que je subissais, et en plus dans la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire c'est l'hétérosexualité pour tout le monde, on se pose pas de questions. Donc après, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, en fait, socialement, de te mettre avec des hommes. C'est-à-dire même demain, si je voulais, je sors avec un mec, il n'y a pas de problème, tu vois. Sauf que c'est pas mon identité, et je pense que le fait d'avoir été violée aussi, ça a aussi peut-être... Confirmé? Alors, je sais pas confirmer, mais je pense que ça a aussi étouffé ce côté de moi, en fait, parce que je pouvais pas vivre... je pense que j'ai été attirée par les femmes très jeunes, tu vois. Je pense à l'adolescence aussi, mais pareillement, c'était quelque chose que je connaissais pas, et de toute façon, comment je vivais chez moi, c'était pas possible de toute façon. Et après, rapidement, même quand j'ai été libérée donc, de ces actes de la part de mon père, je me mets dans un schéma classique, hétérosexuel. J'ai un enfant très rapidement avec le père de mon fils. Mais en fait, pareil, j'ai des relations avec les hommes, mais qui d'une certaine manière, sont pas satisfaisantes, parce que c'est pas moi encore. C'est toujours pas moi. C'est toujours pas moi. À quel moment il y a le déclic? Quand j'ai ma fille. Quand il y a ta fille, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je pense que quand j'ai ma fille, je me sens libre d'explorer ça, d'y aller. Je me sens beaucoup plus forte, beaucoup plus confiance en moi. Et donc c'est à partir de la naissance de ma fille, un peu après qu'elle soit née, je me dis... Et à quel âge? Elle va avoir 8 ans en août. Et quand elle est née, tu étais toujours avec le papa? Oui. Donc pendant cette période-là, tu te dis ça? Ouais, pendant cette période, je me dis ça. Tu avais rencontré quelqu'un qui te faisait ressentir ça? Non. Non. Je pense que j'ai attendu que notre relation avec le père de ma fille se termine, et je me suis dit, maintenant, c'est fini, quoi. Tu vois. C'est là où tu as rencontré la personne qui t'a beaucoup touchée? Non, c'est notre... Après. Alors, est-ce que aujourd'hui tu es heureuse? J'essaie. J'essaie, ouais. Qu'est-ce que tes enfants, pensent de tout ça? Parce que finalement, tu dis que tu as parlé de foyer dysfonctionnel. Mais je suppose que pour des enfants, si ta mère, elle a des up and down assez souvent, je ne sais pas si rencontrer tes partenaires. Alors, et ensuite, tu passes d'un foyer, entre guillemets, classique, un papa, une maman, à une maman. Comment finalement ces deux-là se construisent, et qu'est-ce que tu veux aussi leur dire ou leur laisser? Wow.
Moi, je suis assez transparente avec mes enfants parce que c'est important pour moi qu'ils sachent qui je suis. Je pense que la personne qui est la plus... qui est le témoin de mes up and down beaucoup, c'est ma fille. Parce que c'est elle qui vit avec moi au quotidien, qui est là tout le temps. Et d'ailleurs, j'en suis assez désolée pour elle parce que c'est pas son rôle aussi de voir sa mère et d'être là en support. Mais en tout cas, je fais mon possible pour pas qu'elle en souffre. Donc je bosse. C'est pas facile. Mais pareil, transparence. Elle a connu, en tout cas, les compagnes que j'ai eues et qui étaient du coup importantes, tu vois. C'est pas quelque chose qu'elle vit, c'est pas quelque chose qu'elle questionne parce que je lui parle, c'est normalisé, il y a pas de cachotterie, il y a pas de choses qu'on... Ouais, on en parle, tu vois, c'est assez fluide, donc il n'y a pas de problème sur ça. Et mon fils qui est un peu plus grand, pareil, on parle, on discute, il n'y a pas de tabou sur ce que je vis, sur qui je suis, je leur dis. D'accord. Et ça, c'est bien. C'est peut-être le mieux, finalement, parce que... Enfin, finalement, il y a peut-être pas de bonne solution, ou de bonne manière, ou de moins bonne manière, si ce n'est peut-être de dire la vérité. Ouais, parce que ma fille, j'arrive à faire la différence par rapport à son grand frère, mon fils, qui ils n'ont pas du tout la même éducation. Et ma fille, c'est une petite fille qui est super expansive, super joie de vivre. Elle est un peu artiste sur les bords, elle danse, elle dessine, elle chante. Elle est pleine de vie, tu vois. C'est une enfant, elle est là, tu vois. Elle est ancrée, elle sait qui elle est. Et donc, je me dis que ça vient aussi peut-être de ça, cette liberté aussi de parole auquel je tiens. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ta mère ? Qu'est-ce que tu voudrais dire à ton père ? Parce qu'en fait, on parle beaucoup finalement de cette question de est-ce qu'un enfant victime doit finalement garder le lien avec le parent agresseur ? J'aimerais bien avoir ton avis dessus. J'ai pas de lien avec mon père. Pour te dire, la dernière fois où je l'ai vu, c'était en 2001. Donc, je sais pas, je pense le jour d'avant où il a été arrêté. Donc, je l'ai pas revu, j'ai pas eu de conversation avec lui. J'ai plus jamais croisé son regard. Je l'ai croisé par contre à plusieurs reprises sur Paris. Comme ça, un jour sur le quai du métro ou dans la rue. Il t'a reconnu ? Jamais. Il m'a jamais vu. Et ça, j'ai trouvé ça ouf. Moi, je le reconnais. Là, je le vois, là, je le reconnais tout de suite. Mais il m'a jamais vu. Et je pense que j'aurais rien à lui dire, je pense. À ta mère ? À ma mère, ce que je lui ai dit, une dernière conversation assez importante que j'ai eue avec elle, et je lui ai dit qu'il fallait qu'elle parle. Et qu'est-ce que t'as dit ? Rien. Elle a des amis ? Très peu. Elle parle à qui ? À personne. Qu'est-ce que tu dirais à tes enfants ? Oh là là, mais je leur parle tout le temps. Tu as une relation proche avec tes deux enfants ? Alors avec mon fils un peu moins proche parce que on n'en a pas parlé, mais j'ai eu une séparation assez compliquée avec son père. Ce qui fait que pendant une certaine période, il n'a pas vécu avec moi. Il était avec son père. Et du coup, on va dire depuis 3-4 ans, il y a un retour. Donc forcément, il y a une grande période où il n'était pas avec moi. Donc je pense qu'on s'apprend. On s'apprend, mais... on s'apprend, on s'aime, ouais. Qu'est-ce qui était compliqué ? Pourquoi la séparation était compliquée avec son père ? Parce que son père voulait pas qu'on se sépare. Et en prenant votre fils, c'était une manière de... Je pense de me punir. De te punir. D'accord. Un dernier point. J'ai vu, en tout cas, récemment, sur les réseaux sociaux, que tu avais une période de, je sais pas, scarification. Ça se dit ? C'est ça ? Scarification, je sais pas si ça se dit. Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on se scarifie pour se suicider ? Est-ce que tu as voulu te suicider ?
Est-ce que tu as voulu ressentir de la douleur? Est-ce que tu as voulu demander à l'aide? Je crois qu'en lisant sur le post, ça avait plutôt l'air d'être une tentative de suicide. Et je me suis dit, kid de ces enfants. Oui. Est-ce que tu peux partager ça? Je pense que, comme je te le disais tout à l'heure, c'était un moment assez compliqué. C'est arrivé, c'était pendant le confinement, donc en 2020. Et j'étais vraiment pas bien dans ma tête, dans ma peau. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure? Ouais. Le moment où tu étais juste à bout? Ouais, j'étais à bout. J'étais au bout du bout. Et ouais, j'étais pas bien. Je savais pas, en fait. Je savais pas si c'était nécessaire que je sois là. Et c'est encore des questions que des fois je me pose, en fait. Des fois, j'ai même des réflexions sur la... Comment ça s'appelle? Tu sais, la vie après la mort. Comment ça s'appelle, déjà? L'au-delà? Ouais, pas l'au-delà, mais tu sais, la réincarnation. Et je me dis, je veux pas être incarnée, en fait. Je veux pas revivre. En fait, si c'est pour revivre cette vie-là, I'm sorry, no. Please, no. Vraiment, il me reste plus beaucoup de force, en fait. Et j'en ai, en fait, mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée. La plupart du temps, et je pense que donc, cet épisode de tentative, c'est de la fatigue mentale, c'est de la fatigue, c'est du désespoir, c'est aussi un appel au secours, c'est un signal, en fait, c'est montrer qu'on est au bout. On est au bout de la falaise et on va tomber. Qu'est-ce que tu souhaites dire aux personnes qui vivent peut-être ce moment, où ils se questionnent, où ils ont l'impression d'être au bout de la falaise, où ils veulent tomber? Je sais pas si je suis la bonne personne. Parce que tu es encore au bout de cette falaise? Il y a des moments où je me sens encore au bout, ouais. Qu'est-ce qui te fait tenir? Je pense mes enfants, c'est tout. Hein. Parce que, de toute façon, si je meurs, il n'y a rien qui me... À part eux, il n'y a rien qui me survivra, en fait, tu vois. Ce que je possède, ça restera. Donc, à part eux, je vois pas, tu vois. Tu dois vivre. Je dois vivre. Ta fille a besoin de toi. Oui. Elle veut voir la mamie de ses enfants. Ton fils veut que tu l'accompagnes devant monsieur le maire. Donc, tu n'as pas de choix que de vivre. Voilà. Et je pense que si demain ton fils écoute ça ou ta fille, ils aimeraient se dire que la maman est juste à côté, en fait. Pas l'écouter en mode post-mortem, on écoute notre maman, qui elle était. Non, je sais. Qu'est-ce que tu aimerais demander à l'univers, demander à la vie? Voilà. Du répit. Du répit. Les thérapies, toutes ces années de thérapie, elles t'ont apaisé? Oui, je pense que la dernière thérapie, que je suis toujours d'ailleurs, elle m'a fait beaucoup de bien, je pense. C'était une thérapie beaucoup plus, on va dire, énergique, invasive, qui allait vraiment dans le vif du sujet. Je pense qu'on a touché beaucoup de choses, de l'inceste en fait. On a beaucoup travaillé donc, avec la personne qui me suit à déconstruire tout ça, à comprendre aussi et à pouvoir me libérer en fait moi-même, parce que je pense que j'ai besoin de me libérer de ça. Alors comme le dit mon thérapeute, on ne guérit jamais de ça, mais on vit avec. Et donc je pense que j'essaie de vivre avec, j'essaie d'être une bonne personne, j'essaie avec les personnes qui sont en contact avec moi d'être là, d'être à l'écoute, de leur donner du soin. Quand je parle de ça, c'est à mes amis, à mes enfants, à ma sœur aussi, que j'aime beaucoup. Et elle va mieux? Ouais, on est touchés différemment, mais on est touchés toujours. Ouais, Et quel est le répit alors dont tu as besoin aujourd'hui? Le répit, c'est que j'aimerais juste pouvoir être moi et que plus rien m'arrive en fait. Et qu'est-ce qui peut t'arriver? Bah justement, comme je suis une personne anxieuse, j'imagine que toujours quelque chose va m'arriver en fait. Mais et en même temps, je me dis, avec ce que j'ai vécu, il y a
pas pire qui peut m'arriver. Donc, j'arrive à me raisonner comme ça aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as quelqu'un dans ta vie? J'avais quelqu'un dans ma vie jusqu'à il n'y a pas très longtemps et voilà. On est séparés. On s'est séparés. Tu es triste? Ouais. Ouais, ça a été dur. Ça a été dur et je pense qu'il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant, il faut peut-être se poser des questions sur pourquoi chaque fois c'est dur et pourquoi chaque fois il y a peut-être des séparations. Sans vouloir se dire qu'on est le fautif ou que l'autre est le fautif, mais pouvoir juste gagner en confiance, apprendre de ces histoires. Oui, et je pense que j'ai appris, en tout cas toutes ces années, j'ai appris à me connaître, à savoir ce que je veux. Aujourd'hui, je sais verbaliser ce que je veux pas, ce que je suis prête à investir dans une relation, ce que je ne peux pas, et tout en restant ouverte au développement aussi de la relation et de l'autre. Après, je contrôle pas tout. Et l'autre aussi est maîtresse de sa vie, de son destin, de ses désirs, de ses non-désirs. Donc, je pense qu'après, j'apprends à lâcher prise. Ouais, lâcher prise. Il faut lâcher prise. On fait un petit exercice de respiration. Ouais. On inspire. On expire. Une deuxième fois. Merci Audrey. Merci Audrey. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Non, je pense qu'on a presque tout dit. Je pense que pour le reste, les personnes peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que tu peux me donner ton @ sur Instagram? Instagram. Alors, mon @ sur Instagram, c'est Audrey. Le underscore, c'est le 8, -8, O Warrington. Très bien, de toute manière, on va te taguer sur Instagram. Ok. Et les personnes pourront venir vers toi. Ok. Chers auditeurs, nous voilà à la fin de ce premier épisode de Si Maman m'avait dit, en compagnie d'Audrey. J'espère que son histoire, ses mots, sa transparence et sa vérité surtout, vous apporteront un peu plus de lumière dans votre vie. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou en commentaire, sur Twitter par exemple ou Facebook, en utilisant le hashtag Si Maman m'avait dit. D'ici là, on se retrouve dans 2 semaines. Merci beaucoup. Merci encore Audrey. Merci à toi. Merci.